les gens pensent que ce sont les Chinois, les Russes, les Vietnamiens qui vont venir nous sauver, ce sont des faux débats. Si c'est notre pays, c'est nous d'abord. Ces mots ne sont pas de moi, mais du président de la transition, chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba, aux forces de défense et de sécurité à Bobo Dioulasso, où il y était en visite de 48 heures les 19 et 20 mai dernier. Le message du président du Faso est clair, mais relance du même coup le débat sur la coopération militaire avec la Russie, appelé de tous les vœux par une partie de l'opinion. Alors, question de quel type de partenariat ou de coopération veut-on avec la Russie ou de tout autre pays? Qu'avons-nous fait ou que faisons-nous du G5 Sahel qui signe peut-être le début de la fin de cet instrument avec la sortie, le retrait du Mali? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de le débat parlementaire consacré aux enjeux de la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je reçois pour vous Roland Bayala, bonsoir. Vous êtes député, membre du groupe constitué des organisations de la société civile et vous êtes également le porte-parole de la COPA BF qui est la coalition des patriotes du Burkina Faso. En face de vous, notre invité qui n'est plus à présenter, spécialiste des questions sécuritaires, Mamadou Sawadougou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être des nôtres. Et puis Moumouni Diala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de l'Assemblée législative de la transition. Vous êtes membre du groupe constitué des organisations de la société civile. Je précise que vous êtes président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, président de l'Union panafricaine de la jeunesse et vous étiez coordonnateur des conseils régionaux des jeunes du G5 Sahel. Vous êtes d'ailleurs membre de ce réseau-là. Total. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors très rapidement, on va aller dans le vif du sujet avec la situation sécuritaire dans le pays. Je vais commencer par Moumouni Diala. Justement, par rapport à la situation sécuritaire, quelle est la position du député que vous êtes? Oui. Quel est votre sentiment de la situation? Est-ce que depuis la prise de pouvoir des militaires, les actions qui sont posées sur le terrain traduisent aussi les efforts du MPCR dans la lutte contre le terrorisme? Il faut dire que la situation est toujours appréciée par l'ensemble des Burkinabés, mais quand vous écoutez de façon générale, elle reste toujours préoccupante et elle mérite d'avoir encore plus d'actions robustes pour permettre aux populations de revenir un peu dans l'espoir. Pour l'instant, nous constatons qu'elle reste toujours préoccupante. Il y a des attaques justement contre les détachements militaires, beaucoup d'attaques contre les populations civiles également. Est-ce que la situation, Mamadou Sawadougou, est de mal en pis? Est-ce qu'on va de mal en pis dans la situation sécuritaire de notre pays? Oui, la situation s'est considérablement dégradée depuis le début de l'année. On a des régions qui n'avaient pas basculé, qui ont basculé, comme la région du centre-est. Et on a des régions qui avaient déjà basculé et aujourd'hui qui sont devenues des temples et aussi des zones de confort de ces groupes armés terroristes. Donc on peut dire que la situation est vraiment très délétère et très volatile. Mais quand cela nous fait des efforts, l'État est en phase de structuration de l'appareil sécuritaire et l'État vise un objectif. Et avec la lecture que moi j'ai de la stratégie mise en place par l'État, c'est une structuration et des réformes structurelles que le gouvernement de transition est en train de mettre en place. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle de réformes structurelles, ça veut dire que c'est des réformes qui vont prendre du temps à donner des résultats. Et peut-être que ça va donner des résultats pérennes, mais en attendant, il faut être honnête et il faut être objectif. Et la situation est très dégradée. Et aujourd'hui, nous avons des populations qui souffrent. On a près de 2 millions de personnes déplacées internes. Et aujourd'hui, on a une moyenne de 6 à 8 incidents de nature terroriste par semaine. Et on a aussi des morts, non seulement du côté des FDS et du côté de la population. Et à un moment donné, il va falloir arrêter la saignée. Sinon, ça va créer d'autres phénomènes
et qui va être difficile à gérer à long terme. Alors vous faites bien de relever l'aspect stratégie de l'État en ce moment. Et vous avez aussi relevé les questions de temps. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui par rapport justement à toutes ces attaques et à tous ces morts civils comme militaires qu'on constate aujourd'hui dans le pays? Malheureusement, on n'a pas de temps. Il va falloir dans la stratégie et prendre en compte la situation qui se dégrade très rapidement et s'adapter à l'évolution de la situation. Parce que je pense que les populations sont à bout de souffle et puis alors que la situation ne fait que se dégrader. Et malheureusement, les groupes armés terroristes ont gagné en stratégie, en terrain et aussi en technicité lorsqu'on voit leur mode opératoire. Et on voit clairement que ce n'est plus le groupe d'antan. Très bien organisé, très bien structuré, plus audacieux. L'armée parle d'attaques complexes, oui, des tirs d'obus suivis de tirs directs justement, notamment sur le camp de Madjouari où il y a eu... Quand on parle d'attaques complexes, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle unité, ce n'est pas n'importe quel groupe armé qui attaque. Et juste pour vous éclaircir là-dessus, les groupes armés sont organisés en Katiba. Les Katiba, c'est des groupes combattants locaux. Maintenant, lorsqu'ils veulent faire une attaque complexe comme ce qu'ils ont fait à Madjouari, ils font appel à ce qu'on appelle la Katiba Serma. La Katiba Serma, c'est l'unité spéciale de ces groupes armés, du GENIM. Et cette Katiba Serma qui est dirigée par un Mauritanien, Abou Hamza, est une unité spéciale, très bien équipée, très bien entraînée avec des vétérans de la guerre de l'Irak et de Syrie, qui fait qu'aujourd'hui ils ont une maîtrise du maniement de l'armement, d'où l'utilisation des obus et aussi des IED, c'est-à-dire les mines, ce qui fait que une telle unité qui est très mobile et très efficace fait qu'aujourd'hui, avec des snipers, fait qu'aujourd'hui, lorsqu'ils se déportent dans une zone, lorsqu'ils sont signalés dans une zone, il faut s'attendre à des attaques de grande envergure. Et après ces attaques, effectivement, cette unité se déplace encore à un autre point. Et j'ai fort à parier que c'est cette unité qui a attaqué l'unité des forces armées au Togo. Et ensuite a créé quelques incidents dans l'Est avant finalement d'attaquer le détachement de Madjouari. Roland Bayala, la question vaut pour vous aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on a le temps? Je précise que l'Assemblée législative de transition à travers le groupe constitué des forces vives des régions a interpellé le gouvernement justement sur ces multiples attaques et la dégradation de la situation sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui on a le temps justement parce que ces mêmes militaires étaient dans le dispositif sécuritaire du pouvoir déchu, est-ce qu'on a le temps justement de dérouler ou de mettre en œuvre la stratégie alors que la situation se dégrade de jour en jour? D'accord. Vraiment avant tout entame, permettez-moi de saluer effectivement la mémoire de tous ces soldats, tous ces jeunes burkinabés qui au quotidien tombent pour la nation, se donnent corps et âme pour la nation. Et franchement, chaque jour que Dieu fait, on entend de part et d'autre et franchement ça nous fait chaud au cœur. Et aussi, revenez un peu à votre question, il faut dire une chose. Nous sommes dans cette lutte, ce n'est pas aujourd'hui. Et le pouvoir qui est en place aujourd'hui est venu changer une situation qui faisait très mal au Burkinabé. Et là, c'est un état des lieux qui est là. La situation au Burkina Faso sur le plan sécuritaire, franchement, était laissée à désirer. Nous avons les militaires qui ont pris les commandes et qui ont donné un certain nombre de mois pour pouvoir restaurer les choses. Nous, au niveau de l'Assemblée législative de la transition, nous avons effectivement, en tant que représentants du peuple, fait appel au ministre en charge donc de cette question sécuritaire-là pour l'entendre là-dessus. Et j'avoue effectivement que bien avant ça aussi, il y a eu une formation, il y a eu effectivement des échanges entre l'armée et nous. Et vous comprenez la situation? Actuellement, nous pensons que la situation, effectivement, reste à désirer. Voilà, la situation reste à désirer, mais il faut comprendre que pour des gens qui n'étaient pas forcément aux commandes des choses, quand vous dites aujourd'hui que l'armée, c'est cette même armée qui était là, au pouvoir, je dis oui et je dis non en même temps parce que ce n'est pas les mêmes qui avaient les commandes du pays. Aujourd'hui, il y a une situation qui s'est présentée à nous et il y a eu un chef d'État qui est de l'armée. Il est venu et ils ont effectivement présenté au niveau de l'Assemblée un plan d'attaque
pour pouvoir s'attaquer effectivement au terrorisme. Et nous avons écouté. Je pense que si ce plan est mis en lumière, si ce plan est mis en marche, je pense que ça peut très rapidement effectivement venir à bout de l'île terroriste. Mais on dit toujours que il faut encore faire beaucoup. Il y a beaucoup qui reste à faire. Et je pense que nous sommes là-dedans et nous attendons de pied ferme effectivement les autorités en la matière. La question c'est, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de rester justement dans les questions de stratégie opérationnelle, enfin de stratégie, pas d'opérationnelle d'abord, même si le ministre de la Défense et des anciens combattants, Barthélémy Semporé, à l'hémicycle, a annoncé justement qu'il y a des actions opérationnelles. Non, en fait, si on dit est-ce qu'on a le temps, c'est comme si le compteur est à 0 et on attend de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Alors que déjà sur le terrain, il y a quelque chose qui est déjà fait. Il y a des gens sur le terrain qui se battent nuit et jour. Voilà pourquoi il y a certains aussi qui tombent. Voilà. Donc sur le terrain, on ne peut pas négliger effectivement la force de frappe aussi de notre armée. Présentement, il y a quelque chose qui est fait. Mais maintenant, est-ce que cette chose-là arrive à empêcher que les Burkinabés meurent? Là, il y a la question. Ça n'arrive pas à empêcher que les Burkinabés meurent. Voilà pourquoi un autre plan également qui est en cours pour permettre effectivement que cela puisse très rapidement se résoudre. Donc je pense que c'est vrai, on n'a pas le temps, mais aussi il faut comprendre aussi que il y a des choses qui se font sur le terrain. Il y a des choses qui se font sur le terrain. Mamadou Sawado, vous voulez réagir là-dessus? Des terroristes, tout de même, enfin, il a relevé, et même l'armée l'a relevé, il y a des terroristes qui sont neutralisés. Mais en fait, les populations se demandent pourquoi, chaque fois, des Burkinabés, des civils comme des militaires sont tués, même s'il faut reconnaître qu'il y a des opérations qui sont menées sur le terrain. Ok, je vais revenir un peu juste dès le départ, c'est-à-dire dès que la transition est arrivée. Okay. La transition a commis une erreur. C'est n'avoir pas fait le diagnostic de la situation dans laquelle se trouve le Burkina. Si on avait dit clairement aux populations, voilà dans quel état nous avons pris le Burkina, je pense que peut-être que la population allait être enclin à patienter en se disant, ok, ce n'est pas des gens qui vont tout de suite pouvoir, et on ne remet pas debout quelqu'un qui était grabataire. Ça veut dire que nous étions dans une situation très dégradée. Et bien sûr, la situation continue de se dégrader parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu adapter notre stratégie à la menace qui est sans cesse mouvante et changeante. Mais cela n'est pas un justificatif. Okay. Parce que on a une situation humanitaire catastrophique, la plus catastrophique de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et la plus catastrophique de l'ensemble du G5 Sahel. Ah bon? Oui, aujourd'hui, le Mali, en 10 années de guerre, sinon même 12 années de guerre, est à 400 000 personnes déplacées internes. Le Niger est à 300 000. Donc si vous cumulez le nombre de personnes déplacées internes du Niger et du Mali, ça correspond exactement au nombre de personnes déplacées internes de seulement une province qui est de Kaya. Donc 700 000 personnes déplacées internes. Ça veut dire qu'à cette allure, nous n'allons pas tenir. C'est normal, il y a d'autres phénomènes qui vont apparaître et qui vont complexifier la situation. Vous avez aussi la criminalité qui est là. Donc ça veut dire que si on n'arrive pas à juguler rapidement, à stabiliser au moins la situation sécuritaire, il y a d'autres phénomènes qui vont apparaître. Le phénomène de la criminalité. Vous avez vu que de plus en plus dans les grandes villes comme Ouagadougou, Kaya et Ouéguia et puis Fada, ben, la criminalité est en train d'exploser. Parce que il y a des armes qui sont à disposition aujourd'hui des populations. Aujourd'hui, l'État partage des armes, le groupe armé partage des armes. Et quand vous dites l'État partage des armes, c'est avec les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Et aussi, vous savez très bien que c'est pas évident que des enquêtes de moralité approfondies sont faites sur l'ensemble des VDP. Ça, c'est un. Et puis de plus, on a un certain nombre de phénomènes. On a la porosité des frontières qui fait qu'au niveau de l'Est et au niveau de l'Ouest, ben, vous avez aujourd'hui des armes à votre disposition. On a fait une enquête sur combien peut bien coûter ou bien comment est-ce que les armes rentrent au Burkina. À l'Est, par exemple, une Kalash coûte moins de à peu près 150 000 francs. 150 000 francs, moins que le prix d'un bon portable. 150 000 francs pour une Kalachnikov. Oui, et ça c'est dangereux. Je parle dans le marché noir. Et ça c'est dangereux parce qu'il y a tellement en circulation que le prix a complètement chuté. Donc il va falloir que on maîtrise tous ces phénomènes en même temps. Et tant qu'on n'a pas la maîtrise de tous ces phénomènes, ben, ça va être difficile. C'est pour ça que j'ai dit qu'effectivement, on n'a pas le temps. On est obligé d'adapter notre stratégie en fonction de l'évolution des
de la menace. De la menace. Bon, Lydia, vous au CNJ, je veux parler du Conseil national de la jeunesse. Vous êtes, je le précise encore, je le rappelle, président du Conseil national de la jeunesse. Vous avez tenu une conférence de presse il n'y a pas si longtemps. Vous avez dit, je vous cite, hein, si rien n'est fait pour changer le cours des choses, il y a de fortes chances que la transition se trouve dans une impasse. Qu'est-ce qui explique justement cette sortie? Oui, cette déclaration. Ce qui explique cette déclaration, c'est que par principe, le Conseil se réunit chaque 6 mois en conseil de direction, c'est-à-dire une rencontre élargie avec les présidents régionaux pour revisiter la vie donc, de l'organisation, mais aussi apprécier la vie de notre nation sur les questions du moment. Les questions du moment. C'est pour cela que nous nous sommes réunis le samedi passé, où après avoir écouté objectivement les jeunes à la base de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Et vous êtes arrivé à la conclusion qu'on couvre une impasse? Nous sommes arrivés à la conclusion que la situation se dégrade suffisamment comme on le dit, et si on y prend garde, on risque d'arriver dans une situation où tout le monde va être coincé. Parce que comme il a dit, avec le nombre de déplacés, avec le nombre de décès, aujourd'hui quand vous interrogez un citoyen, les gens semblent être donc dans le désespoir parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Parce que quand vous regardez, d'autres phénomènes pourraient donc se développer, comme on le dit, tels que le grand banditisme, tels que même le vol, le braquage, et même les déplacés, leur avenir devient quoi? Même la faim, avec la flambée donc, des prix, et du fait qu'une bonne partie de la population n'a pas cultivé. Donc nous sommes arrivés à une conclusion que si on ne resserre pas les rangs et qu'on ne mène pas des actions robustes, on risque d'être dans une situation assez coincée où le pays va en pâtir. Quand vous prenez aujourd'hui le problème donc de la sécurité alimentaire, même bientôt Ouagadougou sera touché. Même si vous n'êtes pas touché sécuritairement, vous serez touché donc, par un problème donc, de sécurité alimentaire. Okay. Et également, vous prenez donc les populations, au lieu de rester à côté aujourd'hui, les déplacés internes, ils descendent plus de plus à Ouagadougou. Et donc, ça va créer un autre phénomène, comme on le dit, le grand banditisme et d'autres braquages et même des populations qui sont partout et qui va... Donc les autorités de la transition doivent changer de trajectoire. Pour moi, ils doivent changer de trajectoire du fait que la situation s'amplifie et qu'également on peine donc à cerner et à mener des actions qui rassurent les populations. Alors, parce on va revenir sur les actions du président de la transition. Justement, dans la résolution de cette crise sécuritaire, il y a deux démarches. Dialoguer, parce qu'on dit dialoguer, non négocier avec les groupes terroristes, et justement traquer ceux qui ne veulent pas déposer les armes. Mais en attendant, je vais vous proposer d'écouter un bout de l'extrait du président du FASO, président de la transition, quand il était à Bobo-Dioulasso, justement pour rencontrer les forces vives des régions. Il est établi que ce sont nos propres frères qui ont pris les armes contre nous. Souvent avec la complicité d'autres frères, il est aussi et surtout établi que c'est notre manque de solidarité, de cohésion et de tolérance qui nous a conduits dans cette impasse. Face à cette situation, nous avons pris la résolution de traiter le mal à sa source en mettant en œuvre une thérapie à double action. La première consiste à aménager des cadres pour que les Burkinabés puissent se parler afin d'aplanir les divergences. Cette démarche devrait permettre un retour de ceux de nos frères qui se sont égarés et qui manifestent le désir de revenir sur le droit chemin. La deuxième action consiste à traquer jusqu'à leur dernier retranchement ceux qui refusent de comprendre
et s'obstinent à semer la terreur dans nos villes et nos campagnes. Toutes ces actions sont déjà en cours de déploiement sur le terrain et nous avons la certitude, malgré l'impatience de nombre de nos compatriotes, que la victoire arrivera au bout des efforts. Voilà, retour sur ce plateau avec mes invités. Roland Bayala, on vient d'écouter le président du FASO, Aboubou Dioulasso. Sa démarche est claire. D'abord, dialoguer avec les groupes terroristes qui sont dans les dispositions de déposer des armes et de traquer ceux qui ne veulent pas déposer les armes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je suis effectivement parfaitement d'accord avec cette démarche. Okay. Je suis d'accord avec cette démarche, d'autant plus que ceux qui sont les terroristes, la majorité, on les connaît. On sait qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ont pris des armes contre d'autres Burkinabés. Et si vous vous rappelez, cette semaine même, il y a sur les réseaux sociaux une affiche qui circulait. Et quand vous voyez cette affiche, clairement, il est dit que ce sont des Burkinabés qui sont recherchés pour cause de terrorisme. Et aussi, quand vous écoutez également les forces de défense et de sécurité, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ont décidé de prendre des armes pour des Burkinabés, contre les Burkinabés. Est-ce que, par exemple, il faut carrément à ce niveau-là, décider d'aller d'une main de fer avec tous ces Burkinabés, parce que quand même, il y a des causes qui ont amené ces Burkinabés à prendre des armes. Je pense qu'en disant comme ça, c'est dans le sens d'aller à la base pour comprendre qu'est-ce qui peut amener un Burkinabé à prendre des armes contre un autre Burkinabé. Et en essayant de dialoguer avec ceux-là, on peut effectivement comprendre beaucoup de choses. Je pense que d'abord, cette démarche est salutaire. Ensuite, ceux également qui après dialogue refusent toujours de déposer des armes et de revenir à la maison. Là, en ce moment, on doit les traquer jusqu'à l'intérieur de leur nid. Et ça c'est sans pitié. Et je pense que déjà, ça, c'est une démarche qui a prévalu depuis le début de cette crise, depuis le début, effectivement, de la prise de pouvoir par le MPSR et qui est aujourd'hui comme étant un cheval de bataille. Voilà, bien entendu, cela ne sera pas du goût de tout le monde parce qu'on ne peut pas comprendre que parce qu'il y a une mésentente entre deux personnes, qu'une autre personne prenne des armes contre l'autre, c'est vrai que tout le monde ne va pas partager cette stratégie. Mais je pense que c'est une chose d'abord à essayer. Essayer pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc je pense que là-dessus, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut essayer de dialoguer avec les groupes, les Burkinabés qui ont pris des armes? Est-ce que ça peut prospérer? Oh oui, a priori, je pense que comme lui-même l'a dit, il y a des égarés. S'il y a des égarés, il faut les convertir. C'est-à-dire les convertir, c'est comment les faire revenir donc en famille, comment les faire revenir à la maison. Et je pense que cela pourrait être une bonne solution. D'autant plus que s'il y a des Burkinabés qui reconsidèrent donc leur position et se mettent donc dans la lutte contre l'insécurité, et même ayant été donc de l'autre côté, ça pourrait être un avantage et permettre au pays donc de prendre le dessus. Mamadou Samadou, le diagnostic a-t-il été établi? Est-ce qu'aujourd'hui on a une liste pas forcément exhaustive des Burkinabés qui ont décidé ou bien qui veulent aujourd'hui déposer les armes? Et puis après, l'autre question, c'est comment les populations justement qui ont été victimes de ces Burkinabés qui ont pris les armes contre elles vont justement accueillir cette décision du gouvernement justement de dialoguer avec les groupes terroristes, de les faire revenir à la raison. Oui, c'est effectivement la question que nous aussi en tant que chercheurs on se pose. Est-ce qu'effectivement on a pu mettre en place un diagnostic? Est-ce qu'on a fait le diagnostic? Est-ce qu'on a pu déceler ceux qui veulent déposer les armes? Est-ce qu'on a pu déceler les régions où il faut dialoguer? Parce que les dynamiques sont différentes d'une région à une autre. Ce n'est pas les mêmes dynamiques. Est-ce qu'on a fait ce diagnostic-là pour comprendre les causes réelles du basculement de certaines personnes? Si effectivement on a pu le faire, on saura qu'il y a des régions effectivement où le dialogue est possible. Donc c'est une bonne initiative où le dialogue est possible. Mais il y a des régions où le dialogue n'est pas possible. Il va falloir aller au corps à corps. Il va falloir aller par les armes pour forcer les gens à déposer les armes. Donc ça veut dire que... Mais auparavant, il va falloir faire un travail. Et maintenant, est-ce qu'on a pu identifier les personnes idéales et les personnes ressources nécessaires pour mener ce dialogue-là? Parce que c'est un dialogue délocalisé. Et ce dialogue délocalisé impose que celui qui part en contact avec ces groupes armés soit légitime vis-à-vis des populations et vis-à-vis aussi
des groupes armés terroristes. Parce que, aujourd'hui, comme vous l'avez posé, est-ce que les populations qui ont subi ces torts, qui ont subi cette violence de la part de leurs propres frères, est-ce qu'elles sont enclins aujourd'hui à pardonner? Il va falloir d'abord que celui qui part, qui doit mener le contact pour le dialogue, puisse effectivement être légitime. Sinon, ces propositions seront rejetées. Et aussi préparer les populations à accepter le retour de ces fils. Parce que ces fils-là ne vont pas retourner autre part que dans leur communauté. Ensuite, il y a le fait que est-ce que la personne qui négocie est légitime? Est-ce qu'elle est crédible aux yeux des groupes armés terroristes pour effectivement les convaincre de déployer les armes? Et je pense que pour trouver ces leaders communautaires, religieux et coutumiers aujourd'hui au Burkina, il faut chercher beaucoup. Parce que nous savons qu'ils se sont beaucoup politisés. Ici, ne sont pas politisés. Ils ont disparu ou ils ont été enlevés ou tués par les groupes armés terroristes. Donc, ça veut dire que ça aussi, personnellement, vous y croyez? Vous y croyez? Est-ce que ça peut prospérer, cette démarche de dialoguer avec les Burkinabés qui ont pris les armes? Ça peut prospérer dans certaines localités, mais dans d'autres localités, ça ne va pas prospérer. Ok. On va évoluer dans le débat justement avec Roland Bayala, le ministre de la Défense et des anciens combattants qui était à l'hémicycle, a parlé de coopération bilatérale, notamment avec les pays comme le Bénin, le Togo, le Niger, cela s'entend, et le Mali également. Justement, au même moment où le Mali, la situation au Mali... la question que je m'en vais poser, est-ce que la situation au Mali, justement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est enviable à celui du Burkina? Non, aujourd'hui le Mali n'a plus rien à prouver aux yeux du monde entier dans le cadre du terrorisme. Le Mali a pris un chemin. Okay. Le Mali a opté pour quelque chose. Parce qu'au départ, quand vous faites la lecture des choses, vous vous rendrez compte que le Mali, la situation qui prévalait au Mali était pire que celle que nous avons aujourd'hui. Ça a pris un temps, ça a pris des années, et les Maliens se sont rendus à l'évidence. Ils se sont dit, aujourd'hui, cette lutte-là, seuls nous ne pouvons pas la mener. Voilà. Mais à l'époque, on aurait voulu effectivement que des pays limitrophes au Mali, les pays voisins au Mali, puissent quand même se donner les mains pour pouvoir quand même former un bloc comme ça se passe dans d'autres pays, afin quand même de créer une synergie d'action d'ensemble pour venir à bout de ce terroriste-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été chose faite. Nous sommes restés au Burkina pendant des années à observer ce qui se passait au Mali, en nous disant que ce n'est pas chez nous, comme ce n'est pas chez nous, c'est ailleurs, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans cette même lancée. Mais le Mali a déjà effectivement pris une option qui est d'aller voir ailleurs, qui est de dire qu'aujourd'hui, ceux avec qui on travaillait au départ, ce sont des gens en qui on a perdu confiance. Vous faites allusion au divorce avec la France? Avec la France, bien entendu. Okay. Voilà. Donc, on n'a plus confiance en cette puissance. Donc, nous avons opté pour de voir ailleurs. Et ce sont ces résultats que nous avons aujourd'hui. Donc, dire que ce n'est pas enviable par rapport à ce qui s'est passé avant, je pense que les Maliens vivent en harmonie aujourd'hui. Quand vous circulez à Bamako, quand vous circulez, bien sûr, quand vous circulez à Bamako, moi j'ai eu l'occasion de faire un tour à Bamako. Voilà, vous circulez le dimanche à Bamako, vous êtes content. C'est le Bamako d'avant que vous voyez. Les gens n'ont plus cette psychose qu'ils avaient avant l'arrivée donc de ces autres groupes qu'ils ont adoptés aujourd'hui. Donc je pense que c'est ce que les populations attendent. Voilà pourquoi à chaque regroupement, les gens sont d'accord. Pour comprendre, avec les Français à Bamako, c'était difficile de... Enfin, avec les Français, c'était difficile de circuler à Bamako, mais aujourd'hui, avec d'autres coopérants, notamment la Russie, il fait bon vivre à Bamako. Non, je ne parle même pas de la circulation. Je parle d'abord de comment est-ce que... La façon dont les populations voilà, de la façon dont ils ont pu, effectivement, sécuriser Bamako et aussi les environnants. C'est de ça qu'il est question en réalité. Okay. Donc avant, quand le Mali traitait avec la France, vous savez que chaque jour que Dieu faisait, c'est ce qu'on voit au Burkina Faso actuellement. Voilà, nous avons une puissance avec qui nous travaillons depuis un certain temps, mais la psychose ne fait que grandir. Et mon frère l'a dit tout de suite. Vous voyez, quand vous faites la comparaison, nous sommes aujourd'hui avec la France. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est cette psychose qui grandit et c'est cette population qui grandit aussi, qui migre vers les grandes villes. Et cela est le fait de la France? Mais bien sûr, c'est une coopération. C'est une coopération. La situation sécuritaire dans laquelle le Burkina est du fait de la France. Bien sûr, je ne dis pas à 100% du fait de la France, mais je dis en grande majorité, nous avons fait une mauvaise option
Et nous continuons toujours dans cette option, à vouloir coûte que coûte, vaille que vaille, rester avec cette puissance avec qui nous travaillons aujourd'hui. C'est ça le problème en fait. Avant de donner la parole à Moumouni Diallo, je m'en vais vous poser la question. Mamadou Sabadou, il a parlé de quelque chose que je trouve pertinent. La situation au Mali d'il y a des années, les autres pays justement frontaliers regardaient justement sans bouger le doigt. Est-ce que c'est la même situation qu'on observe avec les pays du Golfe de Guinée, qui commencent à être aussi touchés par le terrorisme? Je dirais que c'est la même attitude qu'a adopté les pays du Golfe de Guinée, qui regardent le Burkina, le Mali et le Niger souffrir, et qui aujourd'hui sont très menacés. Je peux dire même que la menace est aux portes, et même a atteint ces pays du Golfe. Mais je voudrais un peu réagir sur les propos de M. Bayala. Et je pense qu'il faut relativiser un peu, parce que le Mali n'est pas en paix aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le Mali a arrêté sa coopération avec la France, la France que le Mali est en paix. Non, c'est parce que le Mali est dans une profonde restructuration. Le Mali est en train de lutter contre la corruption. Le Mali est en train de mettre l'accent sur la bonne gouvernance, d'où l'acquisition de matériel, l'acquisition d'équipements et la mise en place de stratégies endogènes qui est propre au Mali, qui leur permet aujourd'hui de faire face aux groupes armés terroristes. Mais je ne pense pas que ça soit une option. Je ne pense pas que c'est la France qui soit derrière tout ça. Non seulement la France a montré ses limites effectivement dans la lutte contre le terrorisme au Mali, et même la communauté internationale, ça je suis d'accord. En cette année, ils n'ont pas réussi à faire bouger le riz. Pire, ça s'est empiré. Mais je veux rappeler à M. Bayala que le Burkina jusqu'à présent ne travaille pas avec la France. Donc la situation du Burkina n'est pas liée à la France. Soyons honnêtes, aucun soldat français n'est sur le théâtre des opérations. Ce sont nos soldats qui sont sur le théâtre des opérations. Donc, si on veut vraiment trouver les vraies causes... Les accords de défense et de coopération avec la France ne mentionnent pas que des soldats français soient sur le théâtre d'opération Burkina. En tout cas, ce qu'on observe sur le terrain, les victoires engrangées sont les victoires de nous, nos soldats. Ce n'est pas les victoires des soldats français. Ce n'est pas les soldats français qui sont sur le théâtre des opérations. Maintenant, dans le cadre de la coopération, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il faille revoir ces accords de coopération. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais je pense que le combat n'est pas là. Le combat, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour engranger des victoires. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que Burkinabés. Et je ne pense pas que nous devons attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Que ce soit des Français, des Chinois, des Russes, je ne pense pas que nous devons attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Et je pense que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Et on n'a même pas épuisé la moitié de nos forces aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. On va y revenir. Moumouni Diallo, est-ce que vous partagez justement ce que le président a dit? Je crois que Mamadou Savaro l'a relevé en filigrane. Ce ne sont pas les Chinois, les Russes, les Vietnamiens qui vont venir nous sauver. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une question le problème c'est véritablement la France? Non. Moi ce que je veux dire c'est que quand on est à la tête donc de l'État, on est regardé par toute la population. Chacun dans ses préoccupations, dans ses priorités et dans ses souhaits. Mais à ce genre, donc à ce niveau de responsabilité, ça doit nous obliger à faire des options. Et je pense que le Burkina doit faire aujourd'hui des options. Si nous pensons honnêtement qu'au regard de la situation, comme il a dit après diagnostic, nous avons les capacités et les moyens pour faire face donc à la situation sécuritaire, qu'on se mobilise à faire face à la situation sécuritaire. Si nous voyons qu'on a besoin de conjuguer nos efforts avec les autres, qu'on appelle celui qui pourra nous aider donc à faire face à la situation sécuritaire. Parce qu'on ne pourrait pas rester dans le même refrain. C'est-à-dire à tout moment, parce que la situation sécuritaire au Burkina Faso n'a pas commencé maintenant. Donc on ne peut pas rester dans la même dynamique comme quoi on va conscientiser
pendant ce temps que plusieurs populations, des civils sont en train de mourir partout, et même des forces de défense et de sécurité. Et pour cela, j'ai dit, nous l'avons dit dans notre déclaration, ça veut dire si on ne fait pas rapidement des options, on risque d'être dans une situation coincée. C'est quoi les options pour vous? Il y a une grosse partie, il y a une partie de l'opinion publique qui demande justement qu'on parte vers la Russie, que la France n'est pas la solution pour les pays africains, notamment pour le Burkina Faso. Vous, en tant que député et en tant que président de la jeunesse, quelle est votre opinion là-dessus? Non, notre opinion est l'opinion qui va dans le sens de pouvoir amener la paix et la sécurité au Burkina Faso. Ça veut dire que le président du Faso, étant garant donc de la sécurité et de l'intégrité du territoire, doit faire des options. S'il trouve aujourd'hui, après diagnostic et après consultation avec ses conseillers et des personnes avisées, que le Burkina Faso pourrait s'assumer à partir donc de ses capacités et de ses forces de défense et de sécurité des populations, on y va. Si on trouve aussi qu'il faut faire appel à la Russie, on y va. Si on trouve qu'on reste avec la France, vous comprenez la position du gouvernement? Vous comprenez la position du gouvernement? Jusqu'à présent, on ne comprend pas la position du gouvernement parce que le gouvernement est en train de nous dire que dans ce genre de situation, on est favorable donc à coopérer avec d'autres partenaires qui pourraient nous aider. Diversifier la coopération, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense à l'hémicycle. Le président a dit que ce n'est pas les autres qui viendraient donc nous aider à sortir de cette situation. Ça veut dire que le gouvernement a son option que la population ne connaît pas d'abord. Justement, à propos, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a dit, à la question à lui poser que le Burkina n'est pas le Mali, le Burkina doit faire comme le Burkina. La question de la Russie n'est ni d'actualité, ni de non-actualité. Ce qu'il avait dit quand on lui avait posé la question sur la coopération. Vous avez revenir sur un aspect très très capital pour asseoir un peu les choses. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que cette question, quand on repart vers le Mali en disant que le Mali aujourd'hui, la question n'est pas parce que le Mali a décidé de laisser la France que le Mali se retrouve dans cette situation actuelle, je pense que non, il y a matière à revoir un peu. Aujourd'hui, quand vous parlez de restructuration, quand vous parlez d'asseoir des bases, quand vous parlez d'asseoir des bases d'une vraie coopération ou encore de travailler à pouvoir lutter contre certains phénomènes qui se passaient au Mali, je pense que c'est parce qu'il y a eu des présidents qui étaient là et qui ont favorisé cela. Il y a eu des systèmes qui se sont ancrés depuis des générations qui ont permis cela. Et ce système-là qui a favorisé cette grande corruption à la base. Voilà, revenons un peu au niveau du Burkina Faso. Lorsque nous, on s'attaque à cette question française, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous disons aujourd'hui, prenons simplement la télécommunication. Tout ce qui est comme télécommunication, les terroristes, nous l'avons dit au départ, ils communiquent avec des téléphones. Ils communiquent avec le système satellitaire. Et le système satellitaire au Burkina Faso est géré par qui? Par quelle agence? Vous savez très bien. Nous avons dit que si réellement il y avait une volonté de coopération, vous êtes d'accord qu'il y a une coopération quand même qui se dégageait entre la France. C'est contrôlé par quelle agence? Par quelle agence? Mais c'est contrôlé bien sûr par la France. Quand vous prenez... Vous avez parlé d'une agence française? Oui. Le système satellitaire est contrôlé depuis des opérateurs qui se trouvent en Europe. Et l'Europe, c'est qui? L'Europe, c'est pas la France. L'Europe, c'est qui? L'Union européenne est aujourd'hui gérée par qui? Attendez, je suis désolé. Prenez par exemple quand vous me dites... Quand vous me dites... On va se comprendre, on va se comprendre. Okay, allez-y. Prenez un opérateur comme Touraya qui utilise des systèmes satellitaires, mais c'est contrôlé depuis les États-Unis. Donc, ça utilise les satellites. Et les États-Unis sont alliés à qui aujourd'hui? Non, mais attendez. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde aujourd'hui est dirigé par un bloc. Un bloc reproché exactement la France. Je à propos de juillet 2021, vous avez dit que le seul ennemi à combattre, c'est la France. Voilà, il y a des journalistes français, effectivement, il faut relativiser là-dessus. Il y a des journalistes français qui m'ont interpellé là-dessus et dit que nous sommes anti-français. J'ai dit non, attention, c'est pas quand on parle de la France, c'est la politique française en Afrique. Et vous voulez que la France quitte le Sahel? Voilà. Effectivement, parce que cette politique française ne nous arrange ni de loin ni de près. Parce qu'elle a montré effectivement ses limites depuis des années jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça que nous voulons parler. Et nous, de la France en tant que peuple. Voilà, donc il faut essayer de relativiser là-dessus. Donc très rapidement, je reviens en disant que ce qui a fait partie le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est parce qu'il y avait des choses que nous avons demandé au président qui traînaient. Et ces choses-là, aujourd'hui, si ça traîne, ce sont ces mêmes choses-là qui vont créer des problèmes à la transition au Burkina Faso. On nous a fait comprendre qu'à l'époque, pour pouvoir même commander des avions, le matériel de combat, il fallait forcément recourir
à la France. Nous avons dit non, il y a un problème. Il y a un problème que nous, pour pouvoir nous sécuriser, qu'on puisse forcément aller vers cette puissance, parce qu'on nous dit qu'il y a des accords qui sont des accords secrets qui ont été signés entre nous et cette puissance. Nous avons dit non. Et lorsque la transition est arrivée, nous avons échangé avec effectivement les autorités. Mais je vous assure que la réponse qui nous a été donnée, nous étions effectivement contents. Quand le président Damiba dit clairement qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, en tant que gouvernement de la transition, d'aller de coopération en coopération, de voir ce qui arrange le Burkina Faso. Mais au temps de Roch, ce n'était pas ça qui était à l'actif. Et c'est ce que nous avons déploré. Si aujourd'hui, on peut aller voir vers l'Iran... Il n'y avait-il pas de coopération militaire avec les autres pays au temps du président? Mais c'était bloqué par la France. Il fallait forcément passer par la France, nous l'avons vu. Ah bon? Il y avait des coopérations, mais il fallait forcément passer par la France. Voilà. Il y a des coopérations militaires que la France bloquait? Je n'ai pas dit que la France ne bloquait pas, mais je sais qu'au temps de l'Europe, il y avait la coopération avec d'autres pays. Il y avait la coopération avec la Russie. Il y avait la coopération avec la Turquie. Il y avait la coopération même avec Israël. Donc, et ça donnait pas sur le terrain. On parle de quel type de coopération? C'est ça. Nous, on parle de partenariat. Oui, qui va permettre de stopper le terrorisme aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. On ne parle pas de coopération. Il y a plusieurs sortes de coopération. On ne parle pas de coopération gagnant-gagnant où, par exemple, on va nous donner des armes. On va nous donner... Non, il faut relativiser les choses clairement. Coopération militaire. Quand je parle de coopération militaire. D'accord. Et quand vous me dites que la France interdit ceci, la France interdit cela, moi, particulièrement, ça me fait mal parce que la France ne peut pas, nous, en tant que pays souverain, nous interdire de faire des commandes, de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que nous arrêtons de pleurer, de nous victimiser et de mettre nos problèmes sur le dos des autres. Nous devons nous assumer. On a l'exemple du Mali qui s'est assumé. Où est le problème? Au lieu de pleurer, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous assumer. Et la France ne peut pas nous empêcher de commander quoi que ce soit. Et quand vous prenez la situation actuelle, moi j'ai eu à gérer des projets où en moins de 3-4 mois, on a commandé de l'équipement pour nos forces de défense et de sécurité sans avoir besoin de passer par la France. Ah bon? Avec d'autres pays, oui, pas besoin. Avec d'autres pays, on n'a pas. Ce n'est même pas des militaires comme nous, en tant que civils, on a pu le faire pour le compte de l'armée burkinabé. Et on n'a pas eu de problème. Et pendant Covid. Donc, je sais de quoi je parle. En tout cas, on n'a pas eu de problème. En 3 mois, on a pu dépenser quelque chose de près de... Les commandes des équipements militaires par les États ne répondent-elles pas à des schémas justement conventionnels où la France a son mot à dire? Non. L'équipement militaire, je ne parle pas de l'armement. Je parle de l'équipement militaire, l'équipement de protection individuelle, et les blindés, les gilets pare-balles, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas de besoin, et même un civil peut le faire. Pour l'armée, ça peut se faire. Pour ce qui est des armes? Pour ce qui est des armes, je n'ai pas une maîtrise, donc je me garde de... Mais de quoi il est question? De quoi il est question? Laissez-moi terminer. Et aussi, ce n'est pas pour défendre le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel a une lecture claire. Quand M. Diala dit qu'il ne voit pas la lecture, je pense que le gouvernement actuel a décidé d'aller dans le sens de la coopération bilatérale et de la coopération sous-régionale. Alors, je m'explique. Coopération bilatérale, vous avez vu que le gouvernement a renforcé sa coopération bilatérale avec le Niger. Avec régulièrement, chaque 6 mois ou chaque 3 mois, des opérations qu'on appelle l'opération Tanli. Ensuite, il est allé au niveau du Mali pour renforcer aussi la coopération bilatérale avec le Mali. Mais il y a une autre structure qui a été mise en place par les États ouest-africains. Je ne sais pas si vous le savez, l'initiative d'Accra. Bien sûr. L'initiative d'Accra est en train de voir jour. Avant, elle n'était pas formelle, mais il y a 2 semaines de cela, et à la rencontre de Lomé, ils ont décidé de formaliser. Et le Burkina a candidaté pour être la base logistique d'une force mixte multilatérale qui va être déployée à partir du Burkina. Mais je pense que aujourd'hui, la stratégie du Burkina, je pense que pour moi en tant qu'expert en sécurité, je pense que c'est la meilleure stratégie de sécuriser nos frontières. Si aujourd'hui, nos voisins arrivent à nous aider à ce que l'ennemi ne passe pas à travers nos frontières, je pense que le reste du travail, nous, Burkinabés, on peut le faire. Et si le Bénin, qui fait partie de l'initiative d'Accra, c'est le Togo, c'est le Bénin, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria qui est devenu un pays observateur. Et même à travers cette initiative... Et le Mali n'est pas dedans? Non, je viens. À travers cette initiative d'Accra,
les pays ont demandé à ce que la CEDEAO lève les sanctions militaires pour le Mali, pour qu'on puisse intégrer le Mali, parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans le Mali, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vision. Pour moi, je vois que la stratégie du gouvernement, c'est vrai que les résultats vont... Justement, sur la question d'une bonne partie de l'opinion qui demande à ce que le gouvernement ait une coopération directe avec la Russie. Bon, on donne la parole à Diala. Ce que j'ai dit n'est pas une chose inventée. Aujourd'hui, quand vous prenez... voilà, quand vous prenez, par exemple, un citoyen, vous attrapez un citoyen, aujourd'hui, les gens ont des souhaits. Certains ont demandé, il faut aller avec la Russie. Certains souhaitent qu'on reste avec la France. Et dans cette coopération, en fait, c'est au gouvernement de dire on n'ira ni avec la Russie, ni avec la France, pour situer l'opinion publique nationale. Le gouvernement dit qu'il allait diversifier sa coopération. Voilà. Mais à cette allure, comme vous l'avez dit... Il n'est pas exclu qu'il y ait des partenaires avec la Russie. Il n'est pas exclu, je n'ai jamais dit qu'il est exclu. Mais à cette allure, ça veut dire que ce qui attend les jeunes, c'est de comprendre clairement si est-ce qu'on va aller avec la Russie ou on va aller avec la France. Vous dites que le discours n'est pas clair. Le discours, il n'est pas suffisamment clair donc dans la pensée des jeunes. Non, moi en fait, je vais partager un peu la position du frère quant aux différentes initiatives qui sont en train de se mettre en place. Moi je pense que aujourd'hui, nous-mêmes dans notre lancée, dans notre vision, nous sommes une organisation qui œuvre plutôt pour ce qu'on appelle le souverainisme. La capacité, la possibilité à chaque État, aux différents États africains, au moins de pouvoir se mettre ensemble, former un blocus et de pouvoir lutter contre le terrorisme. Nous sommes d'accord pour cela. Lorsque nous entendons, par exemple, cette initiative d'Accra qui vient effectivement mettre ensemble certains États qui ont en commun les mêmes frontières, je pense que déjà ça commence par là, pour pouvoir s'étendre un peu partout en Afrique. Mais ce que nous disons aussi, il faut comprendre que au moment où vous êtes en train de mettre en place ce genre d'initiatives, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu ces initiatives depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu cette tentative de pouvoir se mettre ensemble. Vous vous rappelez avec cette histoire de Sékou Touré aujourd'hui, avec Houphouët-Boigny, le problème qui s'est posé. Il y a eu ces initiatives qui étaient là depuis, mais malheureusement ces initiatives n'ont pas eu grand feu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens en bas qui tiraient des ficelles. Et nous, effectivement, on ne pleurniche pas lorsqu'on dit effectivement qu'il y a certains partenaires avec qui il ne faut plus travailler ou encore il faut relativiser. C'est parce qu'il y a eu des précédents. Et aujourd'hui, nous, en sortant, en poussant à bout les choses, c'est pour effectivement dire aux autorités avec qui nous travaillons d'ailleurs qu'il ne faut pas se laisser faire. Ce n'est pas parce que c'est une puissance, une grande puissance, qu'il faut aussi rester toujours là dans le même schéma et pouvoir négocier avec ce schéma si ça ne nous arrange pas. Voilà. Est-ce qu'il faut faire comme le Mali? Les accords de coopération, est-ce qu'il faut faire comme le Mali, rompre les relations de coopération militaire avec la France et aller avec la Russie clair et net? Je ne dirais pas aller forcément avec la Russie, mais comme je vous l'ai dit, moi mon souhait, c'est que, avec d'ailleurs le souhait que partage mon organisation, c'est d'abord travailler à ce que nous, les pays africains, on puisse se mettre ensemble. Ça, c'est déjà la chose. Parce que, effectivement, que ce soit la Russie, que ce soit la France et ailleurs, on ne peut pas d'abord confier sa sécurité à d'autres pays. Il faut d'abord que nous-mêmes, on soit assez forts. Vous, au niveau de la COPABIA, vous demandez bien sûr qu'on parte vers la Russie. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, c'est parce que la Russie se présente en effet comme étant une puissance qui ne joue pas avec le terrorisme. Alors que nous avons une urgence au Burkina Faso qui est d'en finir rapidement et ramener la paix. Et si la France ne peut pas qu'elle dégage du plancher et permette effectivement à la Russie aussi de venir. Mais je ne dis pas effectivement que ce soit la Russie seule. Mais je dis s'il y a la possibilité que nous puissions aller voir ailleurs une puissance qui pourrait venir aussi en aide, pas prendre en charge notre sécurité, mais venir en aide, il faut aller voir vers cette puissance. C'est ce que nous disons. On les dit là. Oui, pour moi, je reste sur ma position. Il faut faire rapidement une option. Vous savez, c'est comme... il faut faire comme le Mali. Monsieur Sawadgo l'a dit. Le Mali a fait son option. Hein. Le Mali a fait son option aujourd'hui qui rassure les populations maliennes. Parce que tout ce qu'on fait en tant que dirigeant, c'est de rassurer les populations. Quand vous prenez le Mali aujourd'hui, les populations sont dans la quiétude. Même s'il y a la souffrance actuellement, ils sont convaincus que dans l'avenir, ils sortiront de leur souffrance. Donc ce que je vais dire, c'est qu'on est obligé de faire une option. Là où on est arrivé, il faut faire une option. Monsieur Sawadgo l'a dit,
experts en sécurité, nous ne sommes pas des experts en sécurité. Si le diagnostic montre qu'au regard donc de la complexité du terrain, du terrorisme, on peut aller seul, qu'on aille seul. Mais si ça montre qu'honnêtement, il faut aller avec le Mali, qu'on aille avec le Mali. Et c'est comme Bayala l'a dit, quand on est avec la Russie, il faut aller avec la Russie. Il ne faut pas rester à tâtonner. Parce que ce n'est pas le moment d'un tâtonnement ou le moment où on doit avoir des difficultés à prendre une décision qui rassure. Il nous faut actuellement une décision qui rassure. La Russie se présente-t-elle comme une panacée ou une solution au problème qu'on vit actuellement? Pour moi, au regard du contexte sécuritaire, au regard des causes qui ont amené cette situation à se dégrader, et lorsqu'on fait le diagnostic, pour moi, ni la Russie, ni la France ne sont une solution à notre crise. Parce que ceux qui nous attaquent, ils ne sont pas mieux équipés que nous. Nous avons un problème structurel, un problème organisationnel. Et on a besoin simplement de remettre en branle l'appareil sécuritaire. Ils ne nous attaquent pas avec des hélicos, ils nous attaquent avec des armes. Et je suis convaincu qu'en tant que Burkinabé, si nous avons ce même sentiment d'appartenance au même peuple burkinabé, comme l'a prôné Thomas Sankara, nous pouvons, de façon endogène, résoudre le problème. Et aussi, nous savons bien qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus au sein des communautés. Et ce n'est pas des pays étrangers qui vont venir résoudre ces problèmes au sein des communautés. C'est nous-mêmes. La solution dans la lutte contre le terrorisme, pour le cas du Burkina, c'est une lutte, ce qu'on appelle une lutte de guerre, une lutte de cœur. Il y a des endroits où on n'a pas d'insurrection armée locale. C'est-à-dire que c'est la population elle-même qui s'insurge contre le pouvoir central. Et pour pouvoir comprendre ce phénomène, il faut être burkinabé. Il ne faut pas être russe ou il ne faut pas être français. Et la violence ne va engendrer que la violence. Il y a des endroits du Burkina où on peut ramener la paix sans faire crépiter une seule arme. Il suffit de savoir comprendre quel est le problème, quelles sont les causes, et apporter la réponse appropriée. Et je pense qu'on n'a pas encore fini toutes nos cartouches dans cette lutte. Et je pense que moi, je suis convaincu que le Burkina, avec l'aide de ses voisins africains, suffit largement pour ramener la stabilité. Et il faut se dire que cette stabilité ne va pas venir par un coup de baguette magique, comme on le pense. Ça va prendre du temps et ça va aller. Je voulais intervenir juste quelques secondes. Juste quelques secondes pour lui dire effectivement aussi, il ne faut pas se leurrer parce que le Burkina et ses voisins aussi ne fabriquent pas, n'ont pas toute cette logistique dont il faut pour pouvoir lutter. Voilà pourquoi aussi on prône souvent des partenariats pour voir là où nous sommes limités, que effectivement ces partenaires nous permettent de pouvoir combler ce vide-là et puis aller. Mais si on se dit on va se renfermer entre nous seulement, je pense que ça aussi c'est de se mentir. Voilà pourquoi on a prôné beaucoup. Quand vous prenez en termes de logistique, comme on l'a toujours dit, le Burkina ne détient pas toute cette logistique à même de pouvoir contrôler l'espace, à même de pouvoir contrôler tout ce qui se passe comme comme on appelle ça, la circulation de ces terroristes. Et aussi le moyen de renseignement. Il faut tout ça. Donc c'est de la logistique efficace qu'il faut. Et il y a des pays effectivement au monde qui en détiennent et qui sont forts là-dedans. Il faut aller voir vers ces pays, même s'il faut acheter, il faut coopérer dans ce sens-là. Je pense que ça aussi c'est salutaire. Est-ce que le Burkina pourra supporter les coûts? Est-ce qu'il y a aussi des coûts? Moi je vais dire rapidement quelque chose. Il faut que dans la lutte contre le terrorisme, on opte la sincérité et l'honnêteté. Sinon ça sera difficile. Si on n'opte pas pour la sincérité et l'honnêteté, on ne va pas s'en sortir. Quand vous regardez, vous avez dit qu'on va revenir sur un élément. Lorsque on créait le G5, c'était pour permettre aux pays de l'espace Sahel d'être dans la sécurité et de pouvoir se développer. Aujourd'hui, le G5 a montré ses limites. Ça n'a rien produit. Le Mali a annoncé oui, aujourd'hui, on parle de l'initiative d'Accra, qui est une initiative en gestation et qui va nécessiter des études et un certain nombre de choses pour pouvoir attaquer le terrorisme. Pendant que les populations vivent le terrorisme et ça meurt tous les jours. Moi, je me demande quelles sont les portées de ces initiatives pendant que les populations meurent. Aujourd'hui, il faut faire une option pour soulager les populations. Et je reviens là-dessus. Si on ne fait pas une option, on risque de tous être dans une situation extrêmement grave. Et si on continue dans des organisations,
des trucs pour faire plaire à des gens. Et souvent même, il y a des organisations qu'on crée pour faire plaire à des gens. On n'est pas là. C'est une question de survie. Il faut qu'on avance. Le sentiment que l'initiative d'Accra sera un projet morné? Moi, je ne sais pas, mais il y a déjà eu des projets mornés. Donc, je n'ai pas foi. Je n'ai pas foi. J'attends voir. Le G5 a été un projet morné. Le partage de renseignements entre les pays voisins a été des projets mornés. Moi, je ne crois pas. Nous avons besoin de la sécurité. Il faut qu'on avance de façon concrète, qu'on reste donc dans les initiatives et dans les organisations. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. Mais si je rappelle que vous êtes député, membre du groupe constitué des organisations de la société civile, président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso et président de l'Union panafricaine de la jeunesse, membre du réseau des conseils régionaux des jeunes du G5 Sahel. Tout à côté de vous, Mahamadou Sawadou, spécialiste des questions sécuritaires, et en face, Roland Bayala, député, membre du groupe constitué des organisations de la société civile et porte-parole de la coalition des patriotes du Burkina Faso. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de réalisation, à Kader Ouedraogo, à Idi Diallo, Rosalie Sawadou, à Aimé Bassenga et à Madina Sanou. Merci de votre fidélité au programme de Burkina Info.